Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de technologie de France. Youssef Menjour, architecte LabVIEW, et aujourd'hui je suis ravi de présenter cette nouvelle formation intitulée Programmation orientée objet application, qui est la suite de la précédente vidéo qui justement faisait une initiation à la programmation orientée objet sous LabVIEW. Donc aujourd'hui on est également sous LabVIEW, on va pousser un petit peu la théorie et on va parler de nouvelles notions. On va essayer de vulgariser au maximum les notions d'héritage, de règles d'héritage, d'accès aux méthodes, de polymorphisme. Donc on va apprendre à utiliser justement toutes ces notions et on le fera tout simplement en live sous LabVIEW. Donc je vous montrerai au fur et à mesure qu'on va définir ces différentes notions. On fera une première partie définition, puis TP, définition, TP, et comme ça on verra comment ça marche. Et le but du jeu, c'est de comprendre assez simplement comment marchent les objets sous LabVIEW pour pouvoir à votre tour les utiliser et de manière efficace. N'oubliez pas, nous avons alors il y a la chaîne YouTube, mais il y a également GitHub. L'ensemble des exemples qu'on va illustrer, enfin qu'on va fabriquer aujourd'hui, seront disponibles gratuitement sur la chaîne, sur le canal GitHub de Technologie de France. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Le lien est en description et vous pourrez de cette manière réutiliser tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors on va commencer simplement par un petit rappel rapide de ce qu'est un objet. Donc on va voir ce qu'on avait vu à la précédente vidéo. Donc ce qu'on avait vu à la précédente vidéo, c'était que un objet, c'est une organisation de données. Et donc dans cette organisation de données, il y a les fonctions, donc qu'on appelle les méthodes. Donc là, c'est une illustration qui montre que on a un objet qui a trois méthodes, donc F1, F2, F3, qui sont les fonctions 1, fonction 2, fonction 3. Et cette organisation a également en son sein des attributs. Donc les attributs, c'est quoi? C'est simplement les variables ou la mémoire. Et en fait, là, ça a été simplement illustré avec des A, des B et des C, tout simplement. Et en fait, comment ça se passe? Les méthodes vont faire appel à ces variables. Alors bien évidemment, une méthode, c'est une fonction. Elle peut prendre des variables externes, donc on peut lui donner, comme toute fonction, on peut lui apporter des variables en entrée, mais également, elle peut utiliser des variables qui sont internes à elle-même. Et donc ces variables internes à elles-mêmes qui peuvent être utilisées pour de la mémoire, simplement, eh bien c'est ce qu'on va appeler les attributs, et ça va être utilisé par l'objet, tout simplement. Un exemple assez simple pour comprendre mieux la chose, de manière, pour la vulgariser, c'est l'exemple de la dernière fois qui était la classe ID. Donc un objet, c'est une classe. Donc la classe ID qui était en fait identité. Donc une classe identité, une carte d'identité, c'est quoi? C'est un nom, un prénom, un sexe, un âge. Eh bien ça, c'est les variables qui sont des variables qui sont enregistrées dans l'objet. Donc c'est la mémoire en interne, donc c'est les attributs. Et puis, il faut pouvoir y accéder à ces variables. Donc, on avait créé la dernière fois trois méthodes qui sont setID, getID et resetID. Donc, le setID, c'était j'introduis directement le nom, le prénom, le sexe et l'âge. Le getID, je récupère ces informations. Et le reset, je remets à zéro la mémoire de mon objet. Bon, on avait réalisé cela de manière assez simple. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va commencer par la fameuse notion d'héritage, qui est une notion fondamentale qu'il faut vraiment comprendre et maîtriser et qui va nous faire gagner énormément de temps. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion d'héritage? Alors, avant d'expliquer ce que c'est que la notion d'héritage, on va prendre un exemple. Là, vous avez votre carte d'identité, donc c'est la classe ID. Et comme vous pouvez le voir là sur le schéma, on a imaginé, alors je vais disparaître, hop. Voilà. On a imaginé justement deux autres classes, la classe impôt et la classe sécu, sécurité sociale. Donc la classe impôt, c'est simplement votre dossier d'imposition. Donc quand vous vous connectez sur la plateforme pour payer vos impôts, vous n'avez pas besoin, dans les impôts, enfin le service des impôts connaît votre identité, connaît votre nom, votre prénom, votre sexe, votre âge, mais vous doutez bien que il n'a pas créé une autre carte d'identité pour vous, de la même manière que l'assurance maladie connaît déjà votre nom, votre prénom, votre sexe et votre âge. Eh bien l'héritage, c'est quoi? L'héritage, c'est que on va utiliser justement un héritage par rapport à la classe mère, et on va avoir des classes filles. Et en fait, les classes filles, elles vont récupérer les variables de la classe mère et elles vont récupérer les attributs et les méthodes de la classe mère. Alors comment ça se passe? Eh bien là, vous voyez par exemple la classe impôt.
Elle se retrouve du coup avec ses propres méthodes, donc evaluate tax pour évaluer les taxes, le numéro fiscal et la data memory pour les attributs. Et à côté de ça, on va récupérer les fonctionnalités et les attributs de la classe mère. Donc le setID, getID, resetID. Donc on va récupérer cela. On va récupérer également le nom, le prénom, le sexe et l'âge. Et en fait, ça va créer en fait une nouvelle classe. Donc la classe impôt, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle se retrouve avec toutes ses fonctionnalités et toutes ses mémoires. Et en fait, ça évite de réécrire une nouvelle fois, de perdre du temps en fait lorsque vous allez programmer. Au lieu de recréer les setID, les getID, les resetID, là directement vous allez simplement avec l'héritage, puisque vous vous dites après tout c'est les mêmes fonctions, après tout j'ai besoin de la même chose, on fait un simple héritage et donc on code une seule fois la classe ID et on code une seule fois la classe impôt, et si la classe impôt a besoin d'identité, elle récupère simplement par héritage justement les variables et les attributs, enfin les attributs et les fonctions et les méthodes de la classe mère. Sans plus attendre, ce qu'on va faire, on va aller sous la view et on va créer justement cette classe impôt et on va justement voir comment ça fonctionne. Donc nous voici donc sur le projet qu'on avait réalisé lors de la vidéo précédente. Donc voilà simplement un objet. Donc cet objet, alors on a fait deux contrôleurs, ok, on va pas regarder ça. Donc l'objet, c'était l'objet ID. Il y avait le read et le write et le reset. Donc on avait trois méthodes. Donc le read et le write, c'était des assesseurs. Donc là, on avait utilisé pour accéder justement aux variables. Donc ça s'appelle des assesseurs en langage objet. Et puis on avait directement le POO. Alors là, on va le lancer. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, on avait un exemple. Donc un exemple d'utilisation. Donc on avait notre objet, donc on avait la déclaration de notre objet. Puis à la déclaration de notre objet, on avait une référence. Et cette référence, on l'a utilisée pour un write, puis après un read, puis après on avait fait un reset, et enfin on avait fait un read ID. Bon, très bien, on avait vu comment ça fonctionnait. Donc là, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de faire la classe impôt. Donc la classe impôt, il y a une fonctionnalité qui est evaluate tax, je ne sais pas pourquoi je dis texte, donc evaluate tax. Donc on va évaluer la taxe. Donc ce qu'on va commencer par faire déjà pour démarrer, c'est créer cette nouvelle classe. Donc pour pouvoir créer cette nouvelle classe, on va commencer par faire un bouton droit, new, classe, hop, voilà. Donc là, c'est impôt. Ok, tac, 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 et on enregistre. Donc là, il nous demande s'il y a une classe parent. Donc là, je dis ID. Donc ID est la classe mère. Voilà. Donc là, on a créé l'objet. Parfait. Et donc, dans la classe impôt, on a des attributs. Alors, les attributs, c'était le numéro fiscal et la data memory. Donc bon, on va se contenter du numéro fiscal. Hop. Donc, numéro fiscal. Ok. Donc, voilà. On enregistre. Parfait. On enregistre. Donc, on a notre numéro fiscal et on avait une fonctionnalité qui était evaluate tax. Donc, qui était une fonction qui va donner, qui va dire combien on paye de taxes. Donc, on va simplement la créer. Donc, comment on la crée? On fait new. Là, on va créer VI. Alors, pour l'instant, static dispatch, et après je vous expliquerai tout ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Très bien. Ok. Alors en entrée, on met simplement le revenu annuel. Voilà, on va faire comme ça. Donc c'est un numérique. Donc annual ressources. Ok. Voilà. On va regarder justement ce qui se passe alors derrière. Donc sur le diagramme, donc là je me mets sur le diagramme. Donc très bien. Donc annuel ressources. Donc ce qu'il va faire, il va simplement multiplier, je sais pas moi, on va dire qu'on est taxé, allez, on est taxé à 20%, c'est parti. Bon. Donc on va multiplier par 0,8. Hop. Donc on prend un revenu annuel, on le multiplie par 0,8 et puis on va directement écrire en mémoire la valeur de la taxe. Tac, numéro fiscal.
Ah, bah, evaluate tax. Donc forcément, evaluate tax, bah, ça va donner la... Alors, est-ce qu'on le met en mémoire? Bon, on va pas le mettre en mémoire du coup. Hop, et on va simplement... Ouais, afficher. Tac. Donc c'est vraiment... L'idée, c'est vraiment pour comprendre comment ça marche. Tax, évaluation. Voilà. On met en icône. On met en défaut. Très bien. Donc on a fabriqué une fonction. On va enregistrer. Alors, evaluate tax. Voilà. OK. Donc là, je vais changer rapidement. Hop, on va mettre un petit peu de texte. Eval tax. Voilà, comme ça on sait qui est qui. Très bien. OK, et là, un dernier petit commentaire, c'est important. Make tax evaluation. Voilà. Donc, on a créé du coup une nouvelle méthode de la classe impôt. Mais comme la classe impôt, en fait, elle hérite de la classe ID, si je la prends et que je la glisse directement ici et que je remplace la référence, ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'en fait, petit rappel, la classe ID, elle a déjà des fonctionnalités qui sont setID, getID et resetID. Et donc en fait, bah là c'est writeID, là c'est read, là c'est reset, et là c'est get. Et en plus de cela, ma classe... Alors voilà, hop, on va avancer. Alors attendez, hop, voilà. Et en plus de cela, ma classe a ses propres méthodes. Donc on va prendre evaluate tax, voilà, qui est comment dire, une méthode de la classe impôt. Enfin oui, c'est ça, de la classe impôt. Donc on va la câbler. Hop, donc sur la référence. Voilà. En entrée, il faut donner une valeur. Donc là, je sais pas, moi, je vais mettre 100. C'est juste en fait pour voilà, 100. On va dire que voilà, pour 100 $, combien il y aura de taxes. Et en sortie, j'ai pas câblé la sortie. Tac. Hop, hop. Voilà. Et donc en sortie, elle me donnera les impôts. Create indicateur. L'indicateur, il est ici. Tac. Donc en fait, alors on va retirer le dessus. On va se séparer de toute cette partie-là. Voilà, pour que ce soit lisible. Ok, hop. Alors, write, read, ensuite read, reset. Et là, tax evaluation. Donc, write. Alors, là, on va retester pour vérifier que tout est OK. Read. Read ID after reset. Puisque là, on avait fait un reset. Là, on est en séquentiel, donc du coup, c'est assez... voilà. Puis, tax evaluation. Donc là, normalement, il devrait donner 80, quoi. OK. OK. Alors, non. Nicolas. Euclin. Hop, je sais pas, moi, il a 40 ans. Et c'est un homme. Si j'appuie sur lecture, bah, je vais avoir un read. Et à l'issue de ce read, j'aurai également le nom, le prénom et l'âge qui seront comment dire, resetés. Pour la tax evaluation, normalement, on va plutôt mettre une commande. Change to control. Voilà. Et ce contrôle-là, on va l'utiliser directement ici. Voilà, annual ressource. Donc là, annual ressource, on va dire, voilà, il gagne 100 $. Voilà, propriété. Là, tac, tac, tac. Évidemment, tous ces personnages n'existent pas. Toute ressemblance fictive avec un personnage est fortuite. Voilà, $. Hop. Voilà. Donc là, on enregistre. On fait un CTRL R et voilà. Donc, write Nicolas Euclin. Hop, read Nicolas Euclin.
Après reset, bah, ça a été reseté hein, par l'objet. Alors hop, on va aller un petit peu plus haut, voilà. Et puis la taxe 80 en fonction de 100 $, quoi, tout simplement. Donc on voit bien que la fille utilise les fonctions de la mère directement, et en plus, elle a ses propres fonctions. Maintenant, si je rebranche la mère, donc c'est ce que je vais faire, voilà, comme ça, bah, la mère reprend simplement ses fonctionnalités, donc elle les a, ça a été directement identifié. Et vous voyez, là, il y a un fil brisé. Pourquoi? Parce que la mère n'a pas de tax evaluation. La mère n'a pas les informations de la fille. Donc il faut bien se rappeler de ce qu'on a vu tout à l'heure, le lien de hiérarchie. Donc dans le lien de hiérarchie, on voit bien que la mère, elle a ses propres méthodes, elle a ses propres attributs, et la fille, elle a les méthodes et les attributs de la fille, de la mère, et avec cela, elle a ses propres méthodes et ses propres attributs. Donc voilà, donc là, ce qui va se passer, c'est que on a vu justement cette première notion comment dire, d'héritage, et maintenant, on va parler justement des règles qui régissent l'héritage et qui sont justement les spécificateurs d'accès aux méthodes. Donc là, on retourne sur la présentation. Du coup, on va parler là des règles qui régissent cet héritage. Donc, c'est ce qu'on appelle justement les spécificateurs d'accès aux méthodes. Donc, il en existe 4. En fait, nous, dans l'exemple qu'on a réalisé avant, on a utilisé un des spécificateurs qui était le spécificateur par défaut, qui est le spécificateur public. Public, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les méthodes mères et les méthodes, les méthodes de la classe mère sont accessibles directement avec la référence de la classe mère et sont également accessibles avec les références de la classe fille. C'est ce qu'on a fait en fait. On avait mis les différentes méthodes et en choisissant simplement un objet mère ou un objet fille qui sortait justement la référence mère ou la référence fille, on avait accès directement aux méthodes. Et là, c'est ce qu'on voit en fait sur le schéma. On a F1, F2, F3 qui sont justement les méthodes mères. Donc si je branche F1, F2, F3 à la classe mère, ça fonctionnera. Mais F1, F2, F3 étant des méthodes mères, elles vont être héritées à la classe fille. Et donc la classe fille va se retrouver avec F1, F2, F3 et G1, G2, G3. Et donc si les méthodes sont publiques, donc si le spécificateur d'accès a été réglé à public sur ces différentes méthodes, donc c'est propre à chaque méthode. Donc, je le répète, hein, par défaut, c'est en public. Donc là, à ce moment-là, eh ben, quand on branchera la fille sur F1, F2, F3, ça marchera. Et quand on branchera la fille sur G1, G2, G3, ça fonctionnera également. Donc ça, c'est la partie lorsque c'est public. Et donc, c'est le cas le plus simple. Et arrive un autre cas qui est le cas private. Alors, private, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où une méthode a été spécifiée private, on ne peut plus y accéder directement avec une référence. C'est-à-dire qu'on ne peut plus brancher directement l'objet directement à la fonctionnalité. Ça ne marchera pas. Ce qui se passera en fait, c'est que private, lorsque c'est private, on accédera justement à la méthode private directement depuis une autre méthode. Donc il y a une autre méthode. Et à l'intérieur de cette méthode-là, en fait, il y a également une référence. Et là, le câblage fonctionnera. Et l'autre méthode exclusivement à la classe qui est private. Donc, que private il y aura accès. C'est-à-dire que si par exemple vous avez une classe fille, je vous donne un exemple. F1, là vous voyez à côté de moi, F1 est private. Je ne peux plus accéder ni avec l'objet mère, ni avec l'objet fille sur F1. Ça ne fonctionne plus. Par contre, F2 et F3 peuvent accéder à F1. Comment ça marche? Je vais coder F2 par exemple. Et dans F2, j'ai justement une référence. Et donc, on va faire un exemple et vous verrez ça. Et donc, on pourra brancher directement F1. La référence, lorsque je vais utiliser F2 avec la référence F2 qui est public, lorsque F2 est en public, je vais pouvoir l'utiliser via la référence mère et via la référence fille. Mais le seul truc à savoir, c'est que F1 sera accessible uniquement depuis F2 et F3. C'est tout. C'est la seule chose à savoir. Puis arrive un autre spécificateur d'accès qui est protected. Protected, c'est un petit peu plus que private. Ça veut dire que c'est comme private dans le sens où on ne peut plus brancher directement la fonctionnalité, donc la méthode à un objet mère ou un objet fille. Ça ne fonctionnera plus. Par contre, ce qu'on pourra faire, c'est, alors pour protected, par exemple, imaginez que F1 est protected. Eh bien, on pourra accéder à F1 via les méthodes de la classe mère
ou via les méthodes de la classe fille. Je m'explique, F1 est protected, F2 pourra accéder à F1, et G2, G1 et G3, qui sont des méthodes filles, pourront également accéder à F1. Ça fonctionnera. Pourquoi? Parce qu'il y a un héritage, et protected veut dire que la mère donne également accès aux méthodes de la fille pour cette méthode. Pourtant. Puis enfin, on a le dernier cas qui est le cas community. Community, c'est quoi? C'est en fait une classe qui est à côté, qui n'a rien à voir avec la mère, rien à voir avec la fille. Et en fait, la classe mère ou la classe fille, une des classes, décide que cette classe à côté est une classe amie. À partir du moment où c'est une classe amie, dans les méthodes de la classe amie, on pourra utiliser les méthodes de la classe qui a défini que c'était une classe amie. Bien évidemment, comme il n'y a pas de hiérarchie, eh bien, il faudra utiliser toujours la référence, donc il faudra prendre l'objet avec soi également pour pouvoir le brancher. Je vous montrerai également comment ça fonctionne, vous allez voir, ça fonctionne de cette manière-là. Et de la même manière, une méthode community, on ne pourra jamais la brancher en direct sur sa référence à l'extérieur d'une méthode. Je vais vous l'expliquer, vous allez le voir, vous allez voir comment ça marche. Donc on va faire un petit résumé rapide. Public, c'est ce qui nous plaît le plus, c'est-à-dire le plus simple. Donc accès direct. Private, accès depuis une méthode de la classe. Donc en private, on va y accéder depuis une méthode de la classe. Protected, accès depuis une méthode de la classe ou d'une classe fille. OK. Et enfin community, accès depuis une méthode de la classe ou d'une classe amie. J'ai mis un petit astérix pour ami. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de hiérarchie. Et comme il n'y a pas de hiérarchie, il va falloir également prendre un objet de référence. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc sans plus attendre, on va aller directement sur le bureau et on va continuer le projet pour pouvoir tester le public, le private, le protected et le community. Et le mieux, c'est vraiment de l'expérimenter pour voir comment ça marche. Nous voilà donc sur le diagramme du projet qu'on a réalisé tout à l'heure. Donc là, vous voyez, pour l'instant, tout est en public. Donc pour rappel, la fille, alors j'ai changé les noms, j'ai mis fille et mère pour que ce soit plus facile à lire. Donc la fille est branchée directement aux différentes méthodes de la mère. Donc ces trois méthodes-là sont des méthodes de la mère, même cette quatrième. Et la dernière méthode, c'est une méthode de la fille. Donc vous voyez, bon, bah, ça fonctionne parce qu'on est en public. Donc en public, on peut brancher directement sur les méthodes, ce que je vous disais. D'ailleurs, il n'y a que public qui permet de le faire. Et puis là, en fait, alors là, c'est juste pour illustrer l'héritage. Et après, on va passer justement au spécificateur d'accès. Et donc là, vous voyez, là, on a branché la mère. La mère ne pose aucun souci ici, là, là et là, parce que ce sont des méthodes de la mère. Et ici, bah, il y a un problème de câblage pour une raison simple, c'est que c'est une méthode de la fille et donc forcément la mère n'est pas responsable, enfin ne peut pas se brancher sur une méthode de la fille. Donc ça, c'est normal. Donc on va laisser comme ça pour l'instant. Bon, très bien. Évidemment, là, vous avez des nœuds de propriété. Les nœuds de propriété, c'est parce que c'est des assesseurs. Et les assesseurs, pour rappel, on peut soit les montrer en nœud de propriété, soit directement poser, voilà, de poser les fonctionnalités comme ça. C'est exactement la même chose. Hein. C'est juste que c'est un petit peu plus esthétique de le... Enfin, je trouve que c'est esthétique de montrer un assesseur de cette manière-là. Puisque là, c'est un read et un write. Bon, très bien. Là, maintenant, ce qu'on va faire, on va illustrer le privé. Comment ça marche, justement, une méthode privée. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre une des méthodes. Alors, on va prendre le read, par exemple, et on va la passer en privé. Voilà, private. Donc, à partir du moment où je l'ai passé en privé, donc là, je vais disparaître pour commencer. Donc, à partir du moment où je l'ai passé en privé, vous voyez, les fils se sont brisés. Alors, ils se sont brisés pour deux raisons. La première raison, c'est que si on est en privé, on va déjà brancher la mère. Voilà. Donc là, en branchant la mère, non, même pas. On va déjà isoler la méthode read et on va travailler directement avec elle. Donc je vais mettre en commentaire pour commencer l'ensemble, pour retirer, voilà. Et on va se concentrer uniquement sur la partie qui nous intéresse. Voilà, sur la partie read. Alors première chose à savoir, si je branche directement une méthode private à la référence de l'objet, donc à l'objet directement, on va constater directement que ça ne fonctionne pas. Donc, pour le vérifier, je retourne sur le projet.
Alors, il y a une petite clé qui montre que... Alors, une petite clé rouge qui veut dire que l'accès est en private. On le rebascule en public, et là, quand c'est rebasculé en public, on voit bien que ça fonctionne. Donc, en private, ça ne fonctionne pas. Bon, ça, c'est la première chose. Donc, pourquoi ça ne fonctionne pas? Bah, pour une raison toute bête, c'est que on a dit tout à l'heure que lorsqu'on passait une méthode en private, elle n'est accessible uniquement par les autres méthodes, de la classe. Donc je vais prendre une autre classe que j'ai appelée méthode 1. Donc méthode 1 qui a été faite en amont, en préparation. Donc dans méthode 1, en fait, il y a justement cette classe. Enfin, cette méthode qui est la méthode read. Alors on va le regarder ensemble. Voilà, il y a la méthode read. Très bien. Donc je vais brancher. Voilà. Et là, ça fonctionne. Ça fonctionne directement. C'est-à-dire qu'en fait, on a un assesseur. Cet assesseur, il est passé en privé. Et en privé, bah, on constate que ça fonctionne. Néanmoins, j'ai fait une petite manipulation. Et vous allez... parce que normalement, si on avait fait ça directement, ça ne fonctionnerait pas. Donc je vais vous expliquer la petite manipulation que j'ai faite. Mais c'est le paragraphe suivant. Mais je suis obligé quand même de vous le montrer parce que sinon, certains d'entre vous vont voir la vidéo et vont se poser des questions. Donc, la petite manipulation que j'ai faite, c'est que dans le read ID, j'ai modifié ici la connexion, le type de connexion, et j'ai mis required. La connexion était en dynamique, je l'ai basculé en required. Et ça, vous allez le comprendre dans le paragraphe suivant quand on va parler justement de polymorphisme. Là, pour l'instant, sachez que quand on bascule en privé, il y a deux conditions. On ne peut pas brancher directement la référence de l'objet, enfin l'objet ou la référence de l'objet. Ça ne fonctionne pas en dehors des méthodes de l'objet. Et, très important, la connexion doit toujours être en required, jamais en dynamique. Je vous l'expliquerai au paragraphe suivant. Donc pour l'instant, sachez qu'il faut remplir les deux conditions que je vous ai dit précédemment. C'est très important. Donc voilà, ça c'est le private. Donc le private, bah, tout simplement, on prend des fonctionnalités de la même classe, et ces fonctionnalités peuvent directement utiliser comme méthode 1 la fonction qui est private. Ok. Maintenant, on va expliquer ce que c'est que protected. Protected, c'est private, mais à ce private, alors c'est toujours pareil, il y a une clé, on y ajoute les enfants. Ça veut dire que je peux brancher, alors je peux brancher à méthode 1, ça ne pose aucun souci, les enfants, et ça je pouvais le faire avant. Par contre, la différence, c'est que dans méthode 1, on a cette fonctionnalité qui est le read, cette méthode qui est en protected. Si je la branche directement, ça ne fonctionnera pas. Ça ne marchera pas. Donc il faut que ce soit utilisé soit par des classes de la mère, soit par des fonctionnalités de la mère, soit par des fonctionnalités de la fille. Donc on va créer une méthode de la fille qui va appeler également cette méthode. Donc on va utiliser, je ne sais pas moi, une nouvelle méthode. Donc tac tac tac. Et on peut vite se perdre, hein. Honnêtement, c'est pour ça que c'est pas évident. Donc on va créer, alors on va le faire en statique et pas en dynamique. Hop, voilà. Là, je vais enregistrer, je vais l'appeler méthode 2, qui est une méthode fille. Je vais changer l'icône. Alors, on va écrire méthode 2. Voilà. Et à l'intérieur, comme je suis en protected, j'ai accès, en théorie, voilà, sans que ça fasse d'erreur, au read. Voilà. Je sauvegarde, je bascule. Et donc là, si je branche ici, ça fonctionne. La méthode de la fille a appelé une méthode private mère et ça fonctionne. Ça, c'est parce qu'on est en protected. Maintenant, si je rebascule
En private, on verra que méthode 2 ne fonctionnera plus. Access scope private. Méthode 1 fonctionne, mais méthode 2 ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que méthode 2 n'est pas une méthode de la classe mère, et seules les méthodes de la classe mère, enfin de la classe private, pourront accéder aux méthodes qui sont privates. Or, cette méthode-là est une méthode d'une autre classe, et donc forcément ça ne fonctionne pas. Donc pour faire fonctionner ça, bah, il faut simplement... alors je vais le mettre en commentaire. Non. Il faut simplement le basculer en protected. Protected, ça permettra justement à cette fonctionnalité-là d'utiliser cette fonctionnalité-là. Donc on va dire protected. Et là, ça marche. OK. Très bien. Et maintenant, il nous reste le dernier cas qui est le cas community. Donc le cas community, il va falloir créer une nouvelle classe. Donc on va créer une classe test. Donc on va appeler ça... Alors on va créer une nouvelle classe. Donc pour faire ça, new class. Cette classe, on va l'appeler classe ami. Voilà. Voilà. Ok. Elle hérite de personne. Ça, c'est réglé. Super. Ok. Et en fait, on va aller dans la classe mère, donc la classe ID. Et on va donner à la classe ID l'information comme quoi cette classe est une classe ami. Donc, on va dans Friends. On fait Add Friends. Là, alors, j'ai pas sauvegardé, donc on va pas pouvoir le faire. Je vais d'abord sauvegarder. Hop, voilà. Donc là, on va dans Friends. Property. Voilà. Add Friends. Là, on va aller sur tac, 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 classe ami. On va sélectionner la classe ami. OK. Et donc là, on a créé une classe ami. Donc cette classe ami, comment ça va se passer? Bah là, si je dis par exemple l'access scope, il est community. Évidemment, ici, on va avoir une erreur puisque la fille ne peut plus utiliser. Donc là, j'ai enlevé la partie de la fille. Donc là, ça fonctionne. Donc ça, on est bon. OK. Donc c'est uniquement community, ça va dire quoi? Ça va simplement dire que le read, il peut être utilisé par les méthodes ici et les méthodes amis. Alors on va créer une méthode puisqu'il faut une méthode ami. Donc là, hop, new. Non, c'est ici. Hop, new. Donc là, on va créer une nouvelle méthode. VI from on va la mettre en statique. Pour l'instant, on reste en statique. Voilà. Là, on va simplement changer. On va taper friend. Oui. On va changer le texte. Tac. Voilà, on va mettre un texte ici. Voilà. Tac, 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 tac. Méthode 3. Ok, on est bon. On va sauvegarder en méthode 3. Ok. On va également, très rapidement, pour pouvoir voir plus facilement sur le diagramme, éditer l'icône et écrire ami. Comme ça, on sait qui est qui sur l'objet. Ok. 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 On est bon. Voilà, comme ça, on est bon. Donc là, maintenant, ce qui se passe, c'est que cette méthode a également le droit d'utiliser le read. Sauf que le problème de ce read, donc j'ai directement glissé, le problème de ce read, c'est que comme j'ai read pas, bah, je ne peux pas brancher comme ça, c'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. Donc du coup, ce qu'on va faire, on est obligé d'utiliser la référence de la classe mère. Donc on va prendre la classe mère, hop, brancher. Non, là c'est la classe ami, pardon. Hop. Brancher, et là ça fonctionne. Je peux utiliser ici directement la chose. Et regardez, si je fais un copier-coller, juste pour rappel, et que je me mets dans un VI à l'extérieur de la méthode, ça ne fonctionnera pas. On n'a pas le droit de brancher directement la mère, à référence, directement à la fonctionnalité. Donc voilà pour cette partie-là.
Donc là, sans plus attendre, ce qu'on va faire maintenant, on va avancer et on va aller faire du polymorphisme. Nous revoilà donc sur la dernière partie de ce cours où on va parler justement de polymorphisme. Et donc là, alors il faut comprendre que le polymorphisme et les héritages, ce sont deux notions complémentaires qu'on utilise ensemble. Là, on a juste parlé pour l'instant de l'héritage et tout à l'heure, je vous ai dit que je vous ai donné quelques petites notions rapides de polymorphisme sans trop vous les expliquer. Et donc c'est là où on va les expliquer, c'est maintenant. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez une classe mère. Elle a trois méthodes, F1, F2, F3. Très bien. Et donc, vous avez la classe fille, qu'on va afficher, voilà, qui, elle, a ses propres méthodes, G1, G2, G3, et bah, on va voir qu'elle hérite, du coup, alors tout est en public, pour l'instant, en accès public, donc elle va hériter des fonctionnalités F1, F2, F3. Bon, très bien. Donc quand on dit, en fait, plus, c'est-à-dire plus généralement, en vulgarisant les choses, elle va hériter, ça veut dire que je peux brancher directement la référence de la mère ou de la fille sur la fonction. Donc la fille, elle va hériter de F1, F2, F3, ça veut dire que je branche directement la référence de la fille sur F1, F2, F3 et ça fonctionne. Bon, parenthèse fermée. Donc du coup, on a créé justement une classe mère, une classe fille et des héritages. Très bien. Mais imaginez, vous voulez créer une fonctionnalité qui soit nommée, par exemple F1 et qui ait le même nom que la fonction F1 de la mère. C'est ce qu'on appelle une surcharge de fonction. Ça veut dire que qu'est-ce qui se passera quand je brancherai directement la référence de la fille? La référence de la fille, et c'est ça qu'on va appeler le polymorphisme, la fille va directement se câbler au F1 qui a été défini dans la fille. Et on va oublier le F1 de la mère. Et pourquoi cette notion-là? Il faut avoir une notion d'arbre, c'est-à-dire qu'une mère peut avoir plusieurs filles. Et donc, il peut y avoir chaque fille peut faire sa propre surcharge. Et donc, quand on va brancher la référence, on saura quelle fonctionnalité correspond, entre guillemets, quelle est la F1 à aller chercher. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que c'est ça qu'on appelle le polymorphisme, c'est-à-dire que j'injecte une référence dans une fonction, et en fonction de la référence qui a été injectée, je sais quelle fonction je vais aller prendre. Et donc, c'est ça qu'on appelle simplement du polymorphisme. Et pour pouvoir réaliser ça sous LabVIEW, comment on fait? C'est assez simple en fait. L'idée, c'est de dire qu'on va mettre en dynamic dispatch. Et pourquoi tout à l'heure, je vous avais dit, quand on est en privé, en community ou en friend, il faut être en required et pas en dynamic dispatch au niveau de la fonctionnalité qui a été, de la méthode qui a été basculée? Parce qu'en fait, on s'adressera à une seule fonction. Pour une raison simple, c'est que l'adressage, en fait, ce qu'on appelait tout à l'heure comment dire, le mode d'accès qui est public, privé, protected ou community, il ne se fait uniquement que sur une méthode. C'est propre à une méthode. Et on ne peut pas mettre une référence qui peut aller taper, entre guillemets, plusieurs méthodes. Donc on n'est plus en dynamique, on est en required. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être en required, parce on va simplement comment dire, cibler un endroit, tout simplement. Et donc du coup, pour en revenir justement à ce polymorphisme, nous, dans notre cas, cette fois-ci, on va être en dynamic dispatch. Donc, un exemple tout bête par rapport à l'exercice qui avait été fait sur les impôts, c'était le getID. Le getID, on pourrait très bien faire un getID pour les impôts. Et donc, le getID des impôts, en fait, il serait différent du getID de la classe ID. Il serait, en fait, c'est ce qu'on appelle un override. Il pourrait utiliser le getID de la classe ID. Et en même temps, il y ajouterait sa petite patte, c'est-à-dire qu'il irait regarder dans sa locale, donc c'est-à-dire dans ses attributs, et il donnerait par exemple le numéro fiscal. Et à la fin, quand je suis au service des impôts, je demande mon identité, on me donne mon nom, mon prénom et mon numéro d'impôt. Je suis au service à la mairie, je demande mon identité, on me donne mon nom et mon prénom. Pourtant, c'est la même fonction, c'est le même getID. Et donc là, on va simplement faire le TP rapide, on va réaliser justement cette fonctionnalité. On va donc faire un readID, mais version impôt. Donc pour pouvoir faire cela, il va falloir faire un override, un VI override. Donc pour faire cela, on va aller dans New, donc dans la classe fille, impôt, et on va cliquer sur VI for override. Et là, vous voyez, il y a reset et writeID, et il n'y a pas readID. Donc vous dites, mais bizarre ça, c'est pas possible. C'est simplement que comme on a bidouillé un petit peu Alors attendez, hop, je ferme là. Comme on a un petit peu bidouillé le readID, on n'est plus en dynamique. Donc il faut se mettre en dynamique. Si on est en statique, il n'y a pas d'override possible. Donc on se met en dynamique. Hop.
Tac. Hop. Dynamique. Voilà, super. Et maintenant qu'on est en dynamique, donc c'est ça le fameux polymorphisme, là maintenant on va faire un bouton droit, hop, New, VI for Override, et là bah, le read apparaît. C'est parfait. Donc comme le read apparaît, on appuie sur OK, tac, apparaît justement cette nouvelle fonction, donc qui s'appelle bien exactement quel même nom, readID, sauf que ce readID, il est ici, c'est-à-dire dans la classe impôt. Je regarde ce qui se passe, et ben ici en fait j'ai le... Ça c'est justement la fonctionnalité readID, mais de la fille, de la mère, pardon. Donc si je double-clique, bah, c'est la fameuse fonction, donc qui est là, et qui me sort l'ID. Et nous en fait ce qu'on va faire, et ben, on va utiliser cette fonctionnalité-là. On va faire un petit peu de place, hop. On va utiliser cette fonctionnalité-là, et on va y ajouter, alors là on récupère en fait un cluster. Et donc, ce qui serait bien, ce serait de fabriquer un cluster à nous, où justement, on va être capable de lire, l'information, quoi. Donc, entraînez-vous. C'est la chose que je peux vous dire, c'est entraînez-vous. C'est l'expérience, l'expérience, l'expérience. Donc, c'est surtout ces histoires de hiérarchie qu'il faut bien comprendre, ces histoires d'accès, de quelle manière on va accéder aux variables, le polymorphisme, tout ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental et qu'il faut comprendre, et que lorsque vous le maîtriserez, bah, vous vous amuserez tout simplement. Donc merci à vous d'avoir suivi ce cours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, un petit like, et puis je vous dis à très bientôt.